Sunday Night Production. Philipsen qui rafle tout en Turquie, les LTDG Awards et le grand retour du cyclocross. C'est parti pour l'actu full gaz pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast l'actu full gaz présenté par LTDG depuis Lyon. Je te propose Grégoire qu'on commence directement avec les résultats en 2 spi parce que la saison elle est bientôt finie mais il y a encore des courses. Et bah oui, la saison est finie, mais les cours, le peloton international était en Turquie cette semaine, donc pas mal pour terminer l'année. Je sais pas si t'as vu les courses, ils passaient au bord de mer, il y avait pas mal de grosses villas et tout. Steve Chenel et Guillaume Di Grazia, ils se régalaient sur Eurosport. Ouais, franchement c'est des beaux paysages et une belle course qui monte en niveau puisque cette année c'est Alexei Lutsenko qui s'est imposé devant Zvienov et Terrada, pardon, excuse-moi Grégoire. Non, J'étais sur un nom d'Amérique latine mais j'ai lu un H à la place du T. Ouais, c'était une belle semaine de course où on a vu notamment un Philipsen rafler presque tous les sprints, sauf une fois où il a pas pu se mêler à cause d'une chute. Mais c'était une belle semaine de course avec un gros numéro, je sais pas si t'as vu, de Jevine qui termine la saison comme il l'avait commencé. Ouais, un numéro en solitaire, il s'impose sur l'avant-dernière étape, je crois, en solitaire. Jolie prestation de Jevine qui a une saison un peu en demi-teinte cette année, qui a une saison compliquée, il est beaucoup chuté et finalement il gagne sur le Tour de Turquie, c'est beau. Moi je note surtout la grosse prestation de Philipsen qui gagne 4 étapes sur les 8 possibles, c'est juste énorme et franchement sans en rajouter c'est le meilleur sprinter de la saison. Ouais, le meilleur sprinter du monde, mais on y reviendra un peu plus tard parce que c'est l'épisode des Awards aujourd'hui et on va récompenser pas mal de types de coureurs différents. Ouais, c'est vrai, on l'a même pas teasé, ça restait bien parce que dans le focus, on sera vraiment sur les LTDG Awards avant le vélo d'or de l'équipe la semaine prochaine et on va vous donner un peu nos awards, les trophées LTDG, vous allez voir, on va bien se marrer. Stroligno, je m'excuse, je viens de tousser dans le micro, je vais te refiler tous mes microbes. Ouais, bah là c'est foutu pour moi, fin de carrière, moi qui comptais reprendre et finir professionnel, je pense que j'y arriverai Ça jamais. ferait une bonne excuse sur ce travail. Reprise pour la 6ème fois de la saison. Il y avait aussi le Giro del Veneto qui s'est passé, Grégoire, qui c'est qui a gagné? Un petit français. Et ouais, un petit français, et en plus de chez nous, c'est Dorian Godon qui s'est imposé, et Dorian Godon on a roulé avec lui, c'était avant le Critérium du Dauphiné. En juin. Ouais. Et il est de chez nous, et on est allé rouler dans les monts du Lyonnais, une sortie classique avec une petite finish à la boulangerie. Et là, il s'impose pour la 2ème fois de la saison quand même, et sur 2 belles courses. Et surtout, il s'impose devant des grands noms parce qu'il tape devant Johan Henson et Florian Vermersch. Donc, franchement, belle course, belle victoire de Godon qui vient remporter sa 2ème victoire après la Flèche Brabanson qu'il avait remportée devant Benilly déjà, tu devant vois. Benilly. Donc, c'est un coureur qui a du potentiel. Il a pas fait la meilleure saison de sa carrière, mais il gagne. Et il a prouvé qu'au meilleur niveau, il fallait faire attention à lui. On s'entend très bien avec son entraîneur et qu'on salue s'il passe par là. Et ouais, ça, il était dégoûté de pas être allé au Tour de France. Tu vois, ces genres de coureurs, il aurait clairement pu y aller et finalement, il est pas parti. Et là, il prouve encore une fois avec une 2ème belle victoire à son équipe que l'année prochaine, il faut qu'il en soit. Ouais, clairement, on espère le voir sur le Tour de France et sur un grand tour, franchement, pour faire briller les couleurs de la G2R Citroën. Ensuite, il y avait le chrono des nations, Grégoire. C'est Joshua Tarling qui l'a remporté devant Remco Evenepoel qui gagne son duel. 3ème Bissegger, franchement, grosse prestation et gros niveau sur ce chrono des notions. À noter que c'était la première course de l'année, je crois, de Evenepoel en France. Donc c'était cool de le voir là. Ah ouais? Ouais, je crois. La stat et tout comme ça, tu travailles un peu. Ouais, je travaille. Hein. Ouais, bah pas mal. Enfin, Tarling, il a été impressionnant dès le premier inter. Il a mis un tir à Evenepoel. Et derrière, il s'impose, tu vois, à 19 ans. Il y a enfin un mec qui est capable de battre Remco sur les chronos. Il est encore plus jeune que lui. C'est un 2004. Regarde sa fiche PCS. 2004. Le mec a 19 ans. Wow, ça ne rajeunit pas. Hein. Il fait encore plus jeune que Watt. Ouais, c'est vrai, il est vraiment jeune. Joshua Tarling qui est déjà été champion d'Europe. Franchement, ça choque personne de le voir à ce niveau-là. D'ailleurs, attends, je sais que j'ai fouillé les vidéos qu'on avait tournées en début de saison. Et j'ai retrouvé une vidéo de toi qui l'interview à Bessèges. Ouais, Étoile de Bessèges, je l'avais interviewé en anglais. Et approximatif. Anglais approximatif, et je sais plus ce que je lui avais demandé. Je crois que c'est une question gaulerie, je crois. Et franchement, ça a l'air d'être un mec cool et tout, mais c'était ses premières courses au plus haut niveau, donc forcément, il a confirmé. Franchement. Et hier, je suis allé voir le match de rugby avec un pote qui a roulé en UCI là. Simon, on peut le saluer d'ailleurs, et qui a fait des courses avec Joshua Tarling justement, et qui me disait que déjà en junior, le gars il écrasait quoi. Genre il était maillot jaune et il contrôlait lui-même la course. Ouais, mais voilà, mais de toute façon, chez les jeunes, les meilleurs, tu les vois rapidement et ils écrasent quoi, parce qu'au vélo, quand t'as du talent, tu vois des Pogacar, des Vingegaard, des Remco, les mecs ils écrasent. Bon, bref, à surveiller pour la saison prochaine. Chez les femmes, j'ai pas le résultat, Grégoire, qui a gagné.
Eh ben, on y reviendra dans l'actu full gaz avec un E parce qu'on a une doublée d'une nation. Voilà, ça tease la fin du podcast d'une nation dont on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau-là. D'accord, génial. Du coup, après, il y avait aussi une course cette semaine, la Veneto Classic, qui était remportée par Davide Formolo devant Hirschi et Zana. Formolo, Hirschi, c'est deux gars qui sont en forme sur cette fin de saison et qui font des bons résultats. Moi, ça me fait plaisir de voir Hirschi. Bon, il n'arrive pas à gagner, mais il a gagné une fois, mais il est tout le temps placé sur le podium, souvent Mais deuxième. en vrai, tu sais pourquoi? Parce que Hirschi, c'est la carte que sur les courses en Italie, à chaque fois, quand tu regardais la stratégie de la UAE, c'est en mode on envoie Formolo à l'avant. Et s'il se fait rattraper dans le groupe derrière, il y a Hirschi et vu qu'il va vite au sprint, bah il gagne. Ouais, c'est ça, c'était une très bonne Et sauf technique. qu'à chaque fois, Formolo il est trop fort et il gagne. C'est déjà la deuxième fois là, en 2 semaines que c'est Formolo qui gagne. Et doublé pour la UAE qui termine très très mal la saison avec les classiques italiennes là. Bah, d'ailleurs, c'est la meilleure équipe au classement UCI cette année. Bon Grégoire, je te propose qu'on prenne l'avion, on va en Chine sur le tour de Guangxi et il y a eu un festival de victoires pour les sprinteurs. Viviani qui gagne la première étape, Jonathan Milan la deuxième, Olaf Koy la troisième, Vader la quatrième, Molano la cinquième et je crois qu'il gagne aussi la sixième si je dis pas de bêtises. Ouais, il a gagné. Ouais, il a gagné aujourd'hui, ouais. C'était ce matin très tôt. Ouais, à 5h, ouais, regarde, il a gagné. Devant Olaf Koy. Grosse fin de saison pour Molano parce que Koy paraissait très en forme aussi. 5 victoires pour le Colombien. Franchement, c'est cool de voir un sprinter, le sprinter de la UE revenir à ce niveau et de voir aussi les sprinters se faire la bataille. Parce que là on pensait que Olaf Koy était vraiment trop fort. Et bah, ça fait plaisir de voir qu'Olaf Koy il peut être battu. Moi, j'ai 2 trucs à dire déjà. Arnaud Delis sur les sprints tout plat, au final, tu vois, si ça monte un peu et tout, il est là. Là, il a pas fait de bons résultats. Il était même la dernière étape, tu vois, il fait 15ème. Alors, j'ai pas vu la Après, course. il a bien marché sur cette fin de saison. Peut-être que là aussi, Ouais, mais- c'est avant la coupure, ouais, il est plus juste- dedans. C'est un coureur qu'on commence à découvrir. Et je me dis, tu vois, peut-être qu'il est fait pour les classiques, les pavés, quand il y a quand il y a quand même un peu de boss. Putain, Si c'est vraiment tout plat, c'est peut-être pas lui le plus puissant. Non, grave. Je suis d'accord avec toi. Et aussi, du coup, Milan Vader va remporter le général devant un coureur de la COF, Rémi Rochas, qui a fait une super étape reine, qui termine deuxième dans un finish explosif, un final en boss. Et aussi, pour parler des Français encore à l'honneur, on peut parler du maillot blanc qui est à la Arkea Samsic, Louis Barré. Louis Barré, ouais, très, très sympa, qui avait fait une grosse prestation. Je crois que c'était sur le Tour des Flandres, non? C'est pas là où il part en échappée devant avec Pogacar, devant, il se fait rattraper par le groupe, il s'accroche à la roue de Pogacar. Non, C'était c'était pas Louis Barré. T'es sûr? Là, on va vérifier rapidement qui c'était, mais j'ai plus son nom. Je crois que c'était pas Louis Barré. C'était un autre petit jeune de la Arkea Samsic. Ah oui. C'était. On va retrouver son nom là. Qui a fait la Volta, qui a fait une super Volta d'ailleurs. C'était Mathis Lebert. Mathis Lebert qu'on salue. Salut Mathis, désolé. Lebert, Barré, je te l'excuse celle-là. Ouais, non, je savais bien que le Sharkia, il y a des jeunes qui arrivent. On est content de voir nos petits Français Et Juan Costiu qui a fait un super fin de saison aussi. à ce niveau-là. Et Luxembourg. félicitations à Rémi aussi qui a quitté la Cofidis cette année pour Arkea et qui réalise une bonne fin de saison avec ce beau résultat. Je te propose de voir qu'on termine les résultats avec le cyclocross. Cette semaine, c'était le grand retour des manches de Coupe du Monde de cyclocross. On était à Waterloo. Non, on n'était pas en Belgique pour une fois, on était aux États-Unis. Ouais, c'était pas le même Waterloo, hein. Ouais, C'était non. pas là où il y a la fameuse butte Voilà. du lion, c'est la bataille que Napoléon Non. il a perdue. Bien sûr que non. Et par contre, on avait toujours donc les grands noms du cyclocross sans les Remco, Pidcock et Wood qui terminent leur saison sur route, qui prennent un petit moment pour se reposer. Et du coup, ça a profité à qui, Grégoire, cette première manche? Et bah alors, avec la maladie de Van Toerenhout et le problème de Eli Ezorbit, qui était triple vainqueur là-bas à Waterloo, il a eu un problème à sa chaussure, il a pété le Ouais, système BOA. Et ben c'est Thibaut Nice, le petit jeune de 20 ans, le fils de Sven Nice, qui vient remporter sa première victoire en Coupe du Monde de cyclocross. Lui, le champion du monde U23. Franchement, techniquement, il a été impressionnant. Bah, on a sorti une vidéo sur TikTok ce soir. Je sais même pas si tu as eu le temps d'aller la voir. Il a été. Genre, quand il sautait les marches, le gars, t'avais l'impression que c'était un. C'était pendant le match de rugby, mais j'avais le téléphone et le match de rugby, j'étais au bar avec les amis. Le match de rugby et le téléphone avec le cyclocross. D'ailleurs, je me suis fait charrier. Il me fait ouais, enlève ton cyclocross. Je fais mais non, c'est la reprise. Et d'ailleurs, on reviendra aussi sur les femmes. Mais les femmes, on en parlera dans l'actu full gaz avec un E. Et il y a une petite qui marche beaucoup, qui est championne du monde, qui a pas loupé l'occasion. On en reviendra. Je te propose qu'on passe au bilan de la saison avec les LTDG Awards. Jingle des LTDG Awards. Du coup, Grégoire s'est fait un petit kiff. Là, on est entre deux, la fin de saison. Le vélo d'or, c'est la semaine prochaine. Et plutôt que faire un épisode en mode qui est ton vélo d'or, on s'est dit qu'on allait remettre nos awards à nous, à notre manière, avec des trucs plus ou moins sérieux, un peu gaulerie. Je te propose qu'on commence avec le vélo d'or. Et je te pose la question, Grégoire, c'est qui ton vélo d'or de l'année, le meilleur coureur de la saison pour toi? Et je sais qu'on n'est pas d'accord. D'abord, je te félicite pour ce script, parce que j'ai bien rigolé du coup en le lisant et en faisant mes choix pour toutes les catégories que et tous les nominés. Moi, mon vélo d'or, ça va être simple. C'est
Mathieu Van Der Poel chez les hommes, parce qu'il a gagné. Le mec, c'est un sniper. Oui. Il a gagné 6 courses et il gagne Paris-Roubaix, donc Paris-Roubaix, Milan-San Remo et les championnats du monde. Ok. Pour moi, t'en as qu'un seul qui a gagné 2 monuments cette année, il a pas été champion du monde. Ouais, Et toi, ok. c'est qui chez les hommes? Et bah justement, moi j'adore Van Der Poel et c'est un coureur que j'admire énormément. Et effectivement, c'est un sniper. Quand il a un objectif, il y va, il gagne. Et il fait pas deux comme son compatriote belge, Wout van Aert. Balle Du coup, perdue, c'est pas son sniper. compatriote, du coup, mais Balle perdue pour le c'est belge. son meilleur ennemi. Son compatriote, son poteau, quoi, son srab. Comme on... son frère d'armes. Le frérot. Et du coup, je suis d'accord, mais il a trop visé. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est le cyclisme total. Là, on est de plus en plus face à des jumbo qui calculent tout. J'ai aimé la saison de Tadej Pogacar qui nous a fait rêver. En plus, chez les Français, vous savez qu'on adore les perdants. Là, Tadej Pogacar, il gagne deux étapes sur le Tour de France. Il termine deuxième du général, meilleur jeune. Alors vous allez me dire c'est anecdotique, mais quand même meilleur jeune, c'est la dernière fois. Je crois qu'il détient le record de nombre de jours avec le maillot blanc porté. C'est un truc de dingue parce que je crois que ça fait 4 ans qu'il le porte. Il porte le maillot de la UAE normalement? Non, Moi je l'ai jamais vu avec. Moi. Ouais, c'est vrai que c'est le seul gars que tu vois jamais avec le maillot de la UE. Il a tout le temps un maillot distinctif et là depuis qu'il a gagné, parce que voilà, Mais merci. c'est- Passe D. Il a aussi gagné le championnat slovène de Waouh! Alors ça c'est ça. Titi, de contre-la-montre et ce route. Ah bah alors là franchement tu m'as convaincu. Alors Ok. si les champions de 17 Slovénie 17 victoires, 2 monuments, dont le Ronde van Vanderen, et le Tour des championnat Flandres du chrono de Slovénie. et la classique des feuilles mortes, là, qui est le Tour de Lombardie la semaine dernière. Donc non, pour moi, Pogacar, sans compter, et il a gagné énormément, 17 victoires. Et voilà, et à tous ceux qui parlent de Vingegaard, je respecte Vingegaard, mais pour moi, Vingegaard, c'est pas le vélo total que j'aime. Et sur ce vélo d'or, vu que c'est les LTDG Awards et qu'on fait ce qu'on veut, on a envie de récompenser T'as ceux envie qui- de récompenser. ceux qui nous font kiffer. Et Tadej, il me fait kiffer. Attends, moi j'ai juste. D'ailleurs, on l'a croisé en boîte aussi, donc c'est sympa de le voir dans des trucs. C'est un mec, il kiffe quoi. C'est un mec qui kiffe. Ouais, par rapport à ça, moi j'ai juste un truc à te dire. Ouais. Pogacar, il avait un grand objectif cette saison et il l'a pas gagné. Voilà. Moi je te parle d'un gars qui avait 3 objectifs, les 3 il les a gagnés, il est rentré chez lui, il a ouvert sa bière et il s'est Ok. posé dans le canapé, Ok. il a kiffé. Bah, tu sais quoi, je propose aux auditeurs du podcast de venir débattre de ça sur le compte LTDG. Donc voilà, envoyez-nous des messages et dites-nous qui a raison et pourquoi c'est Grégoire qui a tort, surtout. Et chez les filles c'est qui toi ton vélo d'or? Oui, et chez les filles, parce qu'on va faire les filles et les garçons en même temps, bien sûr. Pour moi, bon, bah, je crois qu'il y a la speak pour personne. C'est bien sûr avec Margot Vigier. Non, je rigole. Grand respect à Margot, on l'embrasse très fort. Big up. Qui vient du pignon fixe, la team Look Crit. D'ailleurs, on passe un gros bisou à toute la team Look Crit. Allez voir ce qu'ils font, c'est sympa. Ils font du vélo, des critériums en pignon fixe et sur des parcours en mode rat race. C'est quoi un pignon fixe comparé à un vélo normal? Et bah, tu peux pas t'arrêter de pédaler. C'est un vélo de piste en fait. Donc, Ah oui, avec le rétropédalage. Voilà. Ok, c'est des fous Voilà. furieux. Donc bref, terminons la blague. Pour moi, la vainqueur c'est Demi Vollering, bien sûr. Alors Demi Vollering, j'ai noté un peu ses stats. C'est 17 victoires, le Tour de France, le Tour de Romandie, Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel Gold Raid, la Flèche Wallonne, l'Estrade Bianchi et d'autres courses que j'ai même pas notées parce que c'est anecdotique, mais ça reste énorme. T'as à Burgos, c'est pas anecdotique. Ouais, Mais t'as à pour Bourgogne, elle, ça le devient, tu vois. Oui, tellement c'est ça. elle Voilà, et Et puis on se rappelle que genre elle a perdu la Volta sur une attaque. ouais, ça- non, ouais, on n'en parle pas, ça va arriver dans le podcast. Ah d'accord. oui. Ok, donc on est d'accord sur Vollering et je pense que tout le monde est d'accord sur Vollering. Et si t'es On pas d'accord, t'embrasse. si t'es pas Et d'accord, j'espère qu'on la reverra à Bride-les-Bains la saison prochaine. voilà, si parce vous qu'on passez l'avait, par là. on l'avait croisé à Bride-les-Bains. Et pour l'anecdote, elle regarde LTDG. Elle nous a dit faites LTDG en anglais. Elle nous a vraiment dit ça. Vas-y, fais le podcast en anglais là. Yeah, I met Demi Vollering at Bride-les-Bains. Yeah, so cool. Pas mal. La petite Ouais. conjugaison au passé là. Ouais, parce qu'en C'est fait. bien bien régulier, tu les connais. Et attends, on fait les études. Hein. Bon, on va arrêter de dire des bêtises. Vous avez remarqué qu'on enregistre le podcast le soir. Il est 22h15 et on se régale. On s'est pas vu du week-end. On a chacun scripté de notre côté. Donc on a des choses à dire et il y aura des gros débats. Grégoire, je te passe qu'on propose qu'on passe à la rubrique d'après. C'était quoi la plus belle course de la saison? La Hommes d'abord et femmes après. Ah. Oui, tu sais quoi? On va faire les femmes d'abord parce que mesdames en première. plus belle course Femmes. de l'année femme. Vas-y, commence. Ok, mais moi j'ai noté et vous allez me dire ouais c'est pas original, c'est le Tour de France. C'était franchement autant l'année dernière on était sur un rodage, cette année Marion Rousse et toute l'équipe d'organisation du Tour ont fait les choses bien avec cette arrivée en haut du Tourmalet, c'était un spectacle magnifique et surtout on a vu le passage de témoin de Van Vleuten qui a perdu sa superbe face à des Vollering qui arrivent au top niveau. Donc pour moi c'était vraiment ce Tour de France qui était très 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 réussi et ça a pris de l'ampleur et nous on était sur le terrain, on s'est régalé. Donc voilà, Grégoire, je pense que tu vas essayer de prendre une autre course pour être à contre-pied avec moi, mais
on est d'accord que c'était une belle réussite quand même ce Tour de France. Bah ouais, en vrai, moi j'ai kiffé. Et on y reviendra plus tard parce qu'il y a des moments où on va devoir parler peut-être d'étapes qu'on a pu vivre cette année. Pour moi, la plus belle course, c'est quand même le Tour des Flandres. Quand il y a l'Autokopiki qui attaque dans le dernier berg, là, il n'y a personne qui peut la suivre. C'était une course vraiment spéciale. Il y a eu une petite galère à un moment où il y a 2 filles qui sont sorties du peloton, puis jamais revues. Et au final, doublé de la SD Works. Moi, c'est une course qui m'a marqué. Comme toute la saison en fait, hein, double LSD Works. Ouais, mais tu vois, le Tour des Flandres, tu sais, c'est vu qu'il y a la championne de Belgique qui s'impose chez Ouais, non, elle, c'était c'était beau. c'était hardcore, tu vois. Non, c'était beau. C'était stylé. tu vois, Je te respecte ce choix. donc Et pour moi, c'est ça. Et chez les hommes, c'est quoi ta course préférée? bah moi c'est un peu une course sentimentale, c'est Paris-Roubaix parce que c'est là que ouais, La normale. il est bête. C'est là que tout a commencé pour nous personnellement et surtout la course était magnifique avec ce duel entre Van Der Poel et Wout van Aert. Wout van Aert qui crève c'était le dernier secteur pavé là, oh là, avec le carrefour de l'arbre et derrière Van Der Poel en solitaire dans le vélodrome, nous dans le vélodrome. Mais qu'est-ce qu'on faisait là, Grégoire? On se demandait ce qu'on foutait là dans le vélodrome. C'est vrai. Et moi, je me suis demandé à ce moment-là comment Antoine ne va pas pouvoir dire que c'est Mathieu Van Der Poel justement qui est vélo d'or. Voilà. Non mais parce non, que- bah, c'est débat parallèle, non. Mais ça c'est clôturé, dis pas ça. Et derrière surtout Philipsen qui est dans la roue de Wout van Aert sur le vélodrome et qui célèbre avant et qui règle Wout van Aert au sprint. C'était magnifique hein. Ouais, bah, c'est vrai que ça fait partie des moments les plus cool de la saison. Franchement, pour nous, c'était le début du rêve, entre guillemets. Tu vois, avant, on avait fait, entre guillemets, des petites courses. Tu vois, des manches de Coupe de France, étoile de Bessèges. Et là, on se retrouve, bam, direct à Paris-Roubaix, éjecté avec Eurosport. Et puis, tout a commencé là-bas. Donc, je comprends que c'est une valeur sentimentale pour toi. Pour moi, la plus belle course de la saison, celle que j'ai pris le plus de plaisir à regarder à la télé, en tout cas. Parce que sur le terrain, en final, tu vois pas vraiment la course. Ouais, non. À la télé, moi j'hésite entre la facilité serait dire les championnats du monde, tu vois, avec le scénario Oh là. de dingue, la course incroyable, Van Der Poel qui attaque, qui tombe, qui se relève, qui gagne. Donc ça, ce serait la facilité. Mais en vrai, on s'est régalé devant les championnats de France, mec. Avec la FDJ qui part à 60 bornes de l'arrivée, Ouais, c'est vrai, la Madouas, course, le Mollard, tracteur. Romain Grégoire. Ouais. Ensuite, t'as Godu qui rentre à 30 bornes, Ils ont qui fini- contre, qui. Après, Ils t'as- ont fini à moins de 30 je crois, c'est un truc de dingue. Ouais, non, mais quand j'ai parlé à des pros qui ont fait ça, c'était incroyable. Ouais, non, mais oui, c'était vraiment fou. Très très belle course, le tracteur. Mais pour moi, la seule chose qui me bloque à dire ça, c'est que c'était une course de très haut niveau, mais c'était pas une course de top niveau mondial World Tour. Et donc, pour moi, c'est vrai mais je suis d'accord, le scénario était dingue, la course était magnifique. Et Madouas, le tracteur qui a aplati les pavés, je crois. Là-bas, à Cassel, Même maintenant, les pavés ils sont qui, plats. la FDJ qui sort à 3, Godu qui prend un énorme relais, qui se relève, qui est complètement mort. Même, tu vois, Galopin qui laisse la 3ème place sur le podium à son coéquipier. Julien Bernard, Julien magnifique, Bernard, ouais. magnifique. Ouais, non, c'était une belle course. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Voilà, bon bah je pense qu'on va passer à la prochaine rubrique. C'est qui la meilleure équipe de la saison pour toi, femme, homme? Bon, le problème c'est que cette année on a eu des... Voilà, on va est tous pas y rester d'accord. longtemps. Non, Jumbo Visma... Jumbo Visma SD Works, bah, voilà. 3 grands tours d'un C'est côté, ça. l'autre ils ont tout gagné. Mais au j'ai juste noté, je tenais à tirer mon chapeau à la UAE qui de plus en plus arrive à se renouveler, à renouveler son effectif et à créer une vraie équipe autour de Pogacar et autour de ses leaders sur les tours. On voit Ouais, sur les classiques italiennes en fin de saison avec Formolo et Hirschi. Si tu regardes le classement UCI, c'est eux qui sont premiers, tu vois. Mais bon, ils ont pas les 3 grands tours. Non. Il y a même pas jouable. Donc SD Works, Jumbo Visma. Ouais, je dis voir que chez les femmes on débat pas, ils ont tout gagné en fait. Ils ont tout gagné. Donc elles ont laissé que les miettes et même les miettes c'était pas grand chose. La meilleure équipe française, mon Toinou. La meilleure équipe française pour moi chez les hommes. En plus on a une petite histoire avec cette équipe mais j'ai choisi la Cofidis pour des raisons simples. C'est que la Cofidis on les attendait pas à ce niveau cette année et que de part on les connaît plutôt bien les coureurs de part il y a j'ai pas le mot, il y a quand même une flamme entre tous les coureurs qui font que cette C'est une équipe bande de potes. Ouais. voilà, que cette équipe a été au top. Elle a gagné sur la Vuelta, elle a gagné sur le Tour de France. C'est 2 ce qui- victoires sur le Tour de France. 2 victoires sur le Tour de France et ils ont gagné sur le Giro, je crois pas. Ils n'ont pas gagné sur le Giro, mais après ils ont gagné des courses. Déjà, ils ont gagné d'entrée au Tour d'un Under avec Brian Coca. C'était C'est sa ça. première victoire World Tour. Rappelle-toi, ça avait fait vachement de bruit. Ouais. Ça nous paraît très loin. Ouais, c'est où ça fait J'ai remarqué en faisant les awards qu'on a du mal à repenser ce qui s'est passé en début de saison. Pérez qui gagne la Foam Drone classique, là On tu était sur le tu terrain. vas me mettre les trucs. Ouais. C'est une équipe qui a beaucoup gagné, qui s'est bien réinventée et franchement j'ai aimé voir cette équipe évoluer. Face surtout à des Groupama FDJ qu'on attendait au plus haut niveau et que finalement Groupama FDJ a beaucoup gagné mais pas forcément au plus haut niveau.
Ouais, après ils ont eu le maillot rouge, tu vois aussi. Donc, Oui, ouais, mais. non, mais moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, pour moi, c'est la COF. Pinot a fait une saison exceptionnelle, mais souvent passé proche, mais il a pas mis au fond. Godu, il rate son Tour de France avec des guillemets. Le niveau était tellement haut, mais bon, en tout cas, lui, il avait l'objectif de faire podium et c'est tout à son honneur. Il n'y arrive pas. Ouais, non, la COF, tu vois, ils sont arrivés sans énormes ambitions et au final, ils ont marché fort. C'est ça. Ils ont marché fort, fort, fort. Et derrière, ouais, bah, la meilleure équipe française sur le papier, c'est la Groupama. Et je trouve que la Groupama, c'était dans une Groupama FDJ. Et c'était dans une année de transition avec tout l'arrivée de tous ces jeunes. Je crois qu'il y avait. Ouais, ils ont recruté combien de jeunes? Ils ont fait monter plein de jeunes de la Conti. Je sais pas le nombre exact. Et je trouve qu'ils ont beaucoup performé. Mais c'est vrai que demain, à part Grégoire et Martinez, c'est dur quand même de performer au plus haut niveau. Je parle World Tour à cet âge-là. Et Ça du coup, va cette venir. information, Pénois qui gagne la Coupe de France, c'est bien aussi, tu vois. Ouais, bah, surtout, c'est le plus jeune vainqueur de l'histoire. Mais oui, oui, non, mais c'est cool, tu vois. Pour moi, la FDJ, peut-être que dans 1 an ou 2, ça sera la meilleure équipe française. Cette année, pour moi, ça reste la Cofidis. Je te propose qu'on passe à la plus belle action. Et chez les femmes, Grégoire? Ah, la meilleure équipe? Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai mis la FDJ Suez. Oui. FDJ Suez avec pas mal de victoires, grâce notamment à Grace Brown qui a beaucoup gagné, l'Australienne. Mais aussi Marta Cavalli, Cécilie Lutropogid qui vient de gagner le Tour d'Émilie. Donc, ouais, non, c'est une équipe qui monte en puissance, qui est bien organisée, qui fait plaisir à voir avec du beau matos, des beaux maillots. Donc, non, pour moi, FDJ Suez a réalisé la meilleure saison pour les Françaises. Totalement d'accord avec toi. Alors, la plus belle action de la saison. Là, on fait tout confondu. Moi, j'ai pris une homme, une femme, mais tu peux faire tout confondu hein, si t'en as Pour une. moi, parce que moi, il y a vraiment une action qui m'a marqué. Justement, tu en as déjà parlé tout à l'heure. C'est sur le vélodrome de Roubaix. Quand Van Der Poel célèbre, t'as Philipsen et Van Aert qui passent derrière avec un tour de retard, du coup qui se retrouvent au même niveau sur le vélodrome, comme s'ils arrivaient dans le même temps. Et t'as Philipsen, sur la photo, d'ailleurs ça se voit qui célèbre, Van Der Poel qui célèbre, et après Van Aert qui tire la gueule, et au tour d'après, Philipsen qui vient de célébrer pour la victoire de son pote, qui plie Van Aert au sprint. Pour moi, ça c'est la plus belle action de la saison. C'était beau, c'était magnifique. En plus, bah, première fois qu'on était sur le terrain, personnellement, une expérience de dingue, un truc fou à voir. Et surtout, toute la saison, ils se sont rendus balle pour balle, passe décisive sur passe décisive entre Philipsen et Van Der Poel. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on les avait croisés à l'entraînement en haut du col de la Lose, là au-dessus de Méribel et Courchevel. Et ils étaient encore ensemble à l'entraînement, tous les deux, ils se quittent pas. Et je pense que vraiment, c'est un duo d'enfer. Et quand ils gagnent, ils gagnent. Tour de France, Van Der Poel, poisson pilote, il fait tout gagner. Et quand Van Der Poel, il a un objectif, Philipsen, il se met minable pour le faire gagner. Et d'ailleurs, Philipsen, meilleur sprinter du monde actuellement, il s'est très très fort et très très important comme coéquipier sur les courses, sur les classiques. C'est pas qu'un sprinter, c'est aussi un très très bon gazier. Ouais, c'est plus que ça. Enfin, tu vois, si Van Der Poel est dans le même groupe que Van Aert et Philipsen, je pense que Van Der Poel lance Philipsen pour la victoire à Paris-Roubaix. Donc le gars est capable de gagner Roubaix. Ouais, c'est ça. Oui, oui, clairement. Moi, Grégoire, par contre, après, oui, bon, à faire attention aussi parce que derrière, t'as la crevaison de Van Aert. C'est pour ça que Van Aert se retrouve avec Philipsen aussi, faut pas l'oublier. Bref, au débat parallèle. Pour moi, la plus belle action pour moi, c'est l'arrivée à 3 de la Jumbo-Visma en haut du Tourmalet. Et même si ça fait parler, pour moi, pour le moment, c'est du jamais vu et c'était juste sensationnel de voir ça. Enfin, je sais pas vous, c'est du jamais vu quoi. C'est déjà vu, mais moi c'est fou. j'ai eu du mal avec l'Orga, la Volta et tout. J'ai du mal à me hyper sur cette Volta. Mais je comprends que ce soit un moment ultra Pour marquant. moi, c'est historique. C'est historique, c'est clairement, oui. Ouais, pour moi, c'est la plus belle action de la saison et il y a des débats à avoir. Nous, on est comme vous, hein, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, pour le moment, c'est pour moi une chose exceptionnelle de voir ça entre coéquipiers. Chez les femmes, Grégoire, t'as une idée ou sinon moi je commence? Bah vas-y, je te propose de commencer. Ok, bah moi, c'est une image plutôt mauvaise, c'est l'attaque de Van Vleuten Ouais, je suis assez d'accord avec toi. sur la Volta España, la Volta Ciclista España. Où Van Vleuten et Vollering se battent pour le classement général et Vollering gagne et prend le maillot rouge de leader sur une pause pipi de demi-Vollering. Et du coup, c'est une image un peu mauvaise, mais ça fait partie du sport, on va dire. Et c'était l'image qui m'a marqué dans la saison des femmes. Et de façon générale, je trouve que cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la saison des femmes. Même si je vous avoue, je ne vais pas vous mentir, j'ai moins réussi à suivre que les hommes. Mais les femmes m'ont régalé. Et aujourd'hui, suivre une course femme, ça me fait autant kiffer que suivre une course homme.
Je sais pas si tu es d'accord avec ce que j'ai dit. Bah, je suis d'accord avec ton image et avec aussi tous les propos que tu as dit juste avant. Je pense qu'il faut pas faire de différence. C'est des formats différents et on se régale en fait. Moi, je vais même pas chercher à comparer en fait. Juste, je regarde quand il y a du vélo à la télé, quoi. Ça me fait kiffer. Je te propose qu'on passe au meilleur Grégario. Meilleur équipier de la saison. Moi, ça va te faire rire. Moi, je vais te faire rire. Moi, ça va être très simple, hyper pragmatique. En montagne, c'est Sepp Kuss. Pour amener le sprint, c'est Van Der Poel. Ok, ouais, ok. Tour Très de bon. France. Bah, Simple. en vrai, je pense que j'ai même pas besoin de me justifier. Ok, non, je pense qu'il n'y a pas besoin de te justifier. Donc, Sepp Kuss qui fait gagner quand même le Tour de France à Vingegaard et le Giro à Roglic et qui gagne la Vuelta, mais voilà. Et il gagne la Vuelta. Tout ça, oui, tout c'est ça. ça. Et oui, Critérium aussi, il fait gagner Vingegaard. Van Der Poel, c'est vrai qu'au sprint en poisson pilote, c'est juste énorme d'avoir un poisson pilote comme Van Der Poel alors qu'il pourrait faire le sprint à lui tout seul et remporter les étapes. C'est juste dingue. Pour moi, je l'ai tourné un peu de façon dérisoire pour les hommes. J'ai dit. Que s'il a pas fait le critérium, pardon. Oui, Se pardon. reposer. Voilà, ouais. Excusez-nous. Pour moi, j'ai choisi de le prendre un peu second degré. C'est Vingegaard le meilleur Grégario sur la Volta. Attends, mais quel Grégario laisserait sa victoire comme ça à Sepp Kuss? Quel gars ferait exprès de freiner limite pour laisser gagner son équipier? En vrai de vrai. Pour moi, il a pas fait le Grégario, il a laissé gagner, mais à aucun moment il a eu chercher un bidon. C'est Il a quoi pas la trop différence? il a roulé pour lui les 2 dernières étapes. Daniel Felipe Martinez sur le Giro, je sais plus en quelle année, là où Egan Bernal gagne. En 2021, il me semble. Et Felipe Martinez il fait 8ème du général, mais un jour il y a une journée sans de Egan Bernal et t'as l'image hallucinante tapée. Vamos, parce, vamos. Il parle en colombien et t'as Daniel Felipe Martinez qui encourage et qui perd du temps alors qu'il aurait pu remonter au classement. Donc non, pour moi c'était un comportement de Grégario qui est Vingegaard et il faut le souligner parce que ce coureur il est souvent décrit comme un peu froid, un peu voilà. Là il a eu des sentiments humains et il laisse gagner Je Sepp suis Kuss. pas d'accord, je suis même pas d'accord. Pour moi, il a pas pris le maillot rouge à la pédale. Hein. Parce que quand tu vois l'étape de l'Angliru, ils partent à 2 avec Roglic et ils sont pas là à attendre. Si, mais sur la fin de l'attente. Non, Antoine, Il roule pour lui. Il attend après l'étape de l'Angliru, avant l'étape de l'Angliru, c'est chacun pour soi. Donc je suis. Ouais, non. Bah, Non, moi, je suis pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord du tout, mais pour moi vraiment Vingegaard n'est pas un coéquipier, il a voulu jouer pour lui jusqu'au bout et quand il a compris qu'il l'avait pas battu, après il s'est transformé en équipier mais pour 2-3 étapes, pas plus. Ok. Et chez les femmes, alors, c'est qui la meilleure Grégario pour toi? Moi, j'ai choisi la petite Gaia Realini qui court chez Trek. Sur l'UAE Tour. Et sur le UAE Tour qui a fait gagner Elisa Longo-Borghini. Et franchement, elle m'a fait plaisir à voir, à évoluer. Mine de rien, elle fait une très bonne saison. À côté de ça, 3 victoires. Et elle termine notamment meilleure jeune du Giro. Donc non, Gaia Ralini qui devait être Grégario, qui s'est même parfois mué en leader et qui réalise une bonne saison. Et franchement, félicitations à elle. Et je pense que l'année prochaine, on va l'avoir encore plus comme leader. Et toi, Grégoire? Bah, pour moi, c'est des coureuses encore de la SD Works comme Marlène Rosser, tu vois, une fille qui est capable de rouler tout le temps, qui va même gagner des courses. Je crois elle gagne le Tour de Suisse, je crois, il me semble, parce que Vollering lui laisse entre guillemets la victoire. Pour moi, c'est des Grégario, des équipiers de super luxe, pardon, excusez-moi, qui sont toujours là pour rouler, pour accompagner et faire pour leur leader, alors qu'elles sont capables de gagner des courses comme le Tour de Suisse. Donc, je pense souvent à ces coureurs ou ces coureuses qui sont capables de gagner des grands tours ou des grandes courses et qui vont se sacrifier pour un leader ou une leaduse. C'est magnifique ce que tu dis. Je te propose qu'on passe à la prochaine rubrique, des LTDG Awards. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans la tête d'un cycliste. Non, je me prends un peu pour la radio là. Non, du coup, Grégoire, c'est la plus belle chute. J'ai mis plus belle chute, mais la plus grosse chute de la saison. Toi, c'est qui? Moi justement, j'ai pas compris ce que tu disais par plus belle. Non, mais plus En mode parce que tu plus vois, grosse chute. parce que la plus grosse chute, je pense qu'on va être d'accord et on va encore avoir un moment dommage pour Gino Madère. pour Gino Madère, pardon, excusez-moi, ça m'était sorti de la tête, qui est décédé quoi. Donc c'est Sur le Tour de terrible Suisse. et ouais, c'est vraiment l'image marquante et qui. Moi, en fait, j'ai plutôt mis ça. Je voulais rendre hommage à Gino et aussi, qu'on l'oublie pas de cette saison parce que c'est un sport où, comme dirait Marc Madio, le peloton il avance, il s'arrête jamais et que tu sois là ou pas, il continue. Et il faut prendre du recul sur ce sport et la dangerosité de ce sport. Et voilà, c'était pas pour faire le relou, faire des remarques, mais sur route ouverte, à l'entraînement, en course. Et faites tous attention parce que la chute elle vient très vite et l'erreur même au niveau professionnel arrive. Et du coup, c'était plutôt une manière de rendre hommage à Gino et de vous dire à vous, prenez soin de vous quoi. Ne prenez pas forcément tous les risques pour à l'entraînement pour Pour battre. un com par exemple en descente ou des trucs bêtes comme ça. Mais ouais, non,
Je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même du coup essayé de chercher une chute plutôt rigolote, tu vois, où il n'y a pas eu de blessés. Et j'ai pensé à un mec qu'on connaissait pas et qu'on a connu au fur et à mesure de la saison, notamment sur le Giro. Derek G, quand il est échappé sur. Oula, je suis en train de perdre ma voix. Prends ton temps, respire. Derek G, quand il est échappé sur Paris-Roubaix, tu sais, il est dans l'échappée, il passe la trouée d'Arambert et il déjante. Oui, ah oui. Et ben moi, ça tu vois, j'ai envie de le mettre comme la chute la plus belle ou la plus rigolote ou celle qui a pas fait de dégâts et qui était un peu, tu vois, hors du commun. Oui, je suis d'accord avec toi. Celle-là était marrante de voir vraiment le pneu exploser. C'est vraiment l'image de Paris-Roubaix. Grégoire, c'est quoi le finish le plus fou, tout confondu de l'année? Moi, j'en ai un. Je pense que peut-être qu'on va retomber sur le même. Moi, c'est sur la Lotte Famen Ardennes Classique. Ouais, bon, on est d'accord. Ouais, quand C'est là, Arnaud Delis gagne un sprint en déclipsant, quoi. Non, En cassant sa cale. Il a déraillé ou cassé sa cale et du coup il était sur une jambe, mais il était sur la fin du sprint. Il a fini en pédalant comme il pouvait, là, en poussant le vélo à une jambe, et il gagne comme ça dans un sprint massif hallucinant. T'as mis ça toi aussi? Ouais, j'ai mis ça aussi. Ouais, Hallucinant. Incroyable. En fait, en écrivant ça, j'ai pensé à ça, tu vois. Ouais, non, mais de toute façon, même pas besoin d'en parler. Les images, vous les avez vues. On a déjà parlé sur le podcast. On en a fait une vidéo. Enfin voilà, c'est le moment bluffant. Caden Groves et Sénéchal dans la green room là avant le podium qui lui disent mais quoi, mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Je pensais qu'on allait t'avoir et tout ça. Il fait mais j'ai cassé ma cale, les gars. Ouais, c'est hallucinant. Ouais, non, mais c'est juste, ce gars était trop fort ce jour-là. C'était un finish de fou. Allez voir les images si vous les avez pas vues sur LTDG. Et après, je te propose qu'on passe à l'avant-dernière rubrique. C'est qui pour toi le meilleur style de l'année? Et pour moi, je pense que c'est plutôt clivant et je vais peut-être me mettre du monde à dos. Mais le champion d'Irlande chez la IF avait grave la classe. Et je te jure, pour l'avoir vu sur les paddocks et sur le terrain, Ben Healy, avec son maillot de champion d'Irlande, avec les couleurs vert et orange clair, avec le rose de la formation IF Education, et ben je te jure qu'il avait la classe et que je kiffais. Il avait trop de style, avec ses petits cheveux longs là et tout. J'ai plus de cheveux longs, j'ai un mulet. C'est dur. Et ben moi, je vais prendre un mec, un champion des États-Unis, Quinn Simons sur le Tour de France avec son maillot américain. C'était vraiment Captain America, cheveux longs. Et franchement, allez voir, on l'a interviewé pour lui demander comment il faisait pour avoir les cheveux longs aussi beaux, parce qu'on a les cheveux longs nous aussi. Et franchement, gaulerie à voir. Et ouais, par contre, il a pas terminé le Tour de France, quoi. Il a abandonné parce qu'il est tombé. Ouais. Malheureusement, mais très très beau style. Et enfin, la dernière rubrique, quoi, c'est une anecdote sur la saison de LTDG. Notre première saison sur le terrain, là, avec Eurosport et seul et tout, à se trimballer sur les courses. Si t'avais une anecdote à retenir, à raconter. Une anecdote. Ah purée, moi c'est pas l'anecdote que j'ai envie de raconter, mais qu'on racontera dans un podcast qu'on doit tourner cette semaine. C'est au Canada quand on m'a fait le mulet, pourquoi on m'a fait le mulet et tout ça, quoi. Mais sinon, moi t'avais mis la plus belle image. Ouais, la plus belle image, ouais, c'est pareil. Parce que pour moi, le plus beau moment que j'ai vécu sur le Tour de France, enfin sur la saison, c'est l'aventure. Ouais, pour moi, c'est au sommet du Tourmalet. Ouais. Encore une fois, cette ambiance, tu vois, l'atmosphère. Chez les femmes, du coup. Ouais, Tour de France femmes, au sommet du Tourmalet, l'arrivée, Demi-Valoris qui s'impose, qui gagne le Tour de France, le Tokyo-Peki qui sauve sa deuxième place. Truc de fou, enfin, je sais pas pour toi, mais c'était prenant, j'avais les frissons, t'avais une sorte d'atmosphère un peu fin du monde, tu vois, apocalypse. Avec le brouillard, tout Avec ça. le brouillard, il n'y avait pas de bruit, personne parlait, parce que je pense que le brouillard, ça étouffe. Et les gens voyaient pas, personne parlait, donc c'était space. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup, moi, j'ai noté autre chose. C'était vraiment le tour en hélicoptère offert par Strava. Strava nous avait gentiment invités et on a survolé le Markstein pour la dernière Thibaut Pinot. C'était impressionnant, hallucinant de voir ça, vu d'hélico, un souvenir de ouf. Et franchement, ouais, juste inoubliable comme souvenir de survoler le Tour de France, un rêve de gosse. Et on se rend compte de la chance, là, avec le recul, la chance qu'on a eu de faire ça quand même. En tout cas, ouais, 2023 pour nous, ça a été une année. Une petite révélation, tu vois. On était parti avec notre petit compte Instagram et à la base, on voulait rien faire. On a fini par monter une entreprise et commencer à vivre de notre passion et on s'est fait kiffer. Et tu vois, quand t'étais parti à l'Étoile de Bessèges et que tu m'as dit ouais, Grégoire, c'était fin janvier, ouais, je vais faire vivre la course en direct en story. J'ai fait, mais ouais, vas-y, si tu veux, fais ce que tu veux. Je le sentais pas. Et au final, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on fait ça pour Eurosport, qu'on fait ça sur toutes les courses. Et qu'on est là ici à faire un podcast aussi sur dans la tête d'un cycliste, des podcasts que nous-mêmes on écoutait et qu'on écoute toujours avant de le faire. Donc voilà, un rêve de gosse, et c'est aussi grâce à vous si on en est là. Et juste pour vous dire d'avoir vécu toutes ces saisons, c'était juste dingue. Et qu'en 2024 ça va être encore mieux, parce que là où c'était allé, ça nous tombait tout le temps un peu dessus en mode à la chaîne, on a dû s'adapter. L'année prochaine on va avoir un plan d'action et ça sera juste fantastique, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On passe rapidement à l'actu full gas avec un E. Après ces petits moments un peu
un peu de commémoration. Nostalgique. Ouais, je te prends. L'actu full gas avec un E. Et bienvenue dans l'actu full gaz avec un E. Grégoire, du coup, je te laisse me dire un peu les résultats. Je propose qu'on commence par le tour de l'île Chongming. Donc en Chine aussi, les filles étaient aussi en Chine. Et c'est Chiara Consoni qui s'est imposée la sprinteuse devant Darlia Pikulik et Martina Fidanza. A noter que Consoni a gagné la 3ème étape. C'était une course en 3 étapes. C'est 2 Zoët et Tserak qui ont gagné les premières et la 2ème étape respectivement. Est-ce que tu as eu le temps de regarder ou pas, sois honnête? Pour être honnête, avec le décalage horaire, c'est comme le tour de Zhangji. J'ai pas regardé, je regardais vite fait des résumés. J'ai vu la victoire de Consoni en fait. J'ai vu juste le résumé du sprint de Consoni, donc elle a été très forte. Voilà. On peut revenir du coup au chrono des nations. On avait annoncé une nation qui avait réalisé un doublé qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le vélo, parce qu'en effet, il y a Anna Kiesenhofer et Christina Schwenberger. 2 Autrichiennes qui sont première et deuxième devant Kononenko, Valeria. Donc elle est. Elle doit avoir un nom de l'Est. Non, elle est le pays ukrainienne, pardon. Ukrainienne, mais fatigué Grégoire là. Ouais, bah il est 22h30. Bon, ça va. Ça va. Tu es fatigué frérot. Ouais, mais je fais semblant d'être malade en plus. Non mais en plus. Et on peut revenir aussi à la Coupe du Monde de cyclocross. Ouais, on va revenir sur le cyclocross. On en a parlé un peu déjà en préambule de ce podcast. Et du coup, c'est Femme Van Empel, la championne du monde, qui s'est imposée sur la première manche à Waterloo aux États-Unis. Devant Puck Peters et Avarado. Donc franchement belle course, belle reprise. Et nous je sais pas, j'ai hâte de suivre le cyclocross. Là où sur la fin de saison, je vous avoue, pour moi c'est Strollino là qui parle. Regardez les courses, ça devenait un peu plus dur quoi, parce que se taper des 4 heures de direct, c'était un peu long. Là le système cyclocross, là où en 1 heure tu te mets des cacahuètes et t'as du spectacle pendant 1 heure, ça m'accroche bien et j'ai hâte de suivre ça. Et j'ai même envie d'aller les voir. Ouais, moi je suis chaud d'aller voir une belle manche en Belgique. On va boire des bières, manger des saucisses frites et regarder les autres se faire mal. Un peu de vélo quand même aussi. Un peu de vélo bien sûr. Et ouais, avec plaisir, on ira voir. Et surtout, je trouve ça cool parce que le cyclocross, vu qu'on est dans l'actu full gas avec un E, c'est vraiment hyper cool à voir chez les femmes comme chez les hommes. Et là, pour le coup, tu vois, c'est pas comme sur une course route où parfois il y a des gars qui font des mauvais commentaires. Là, c'est cacahuète sur cacahuète, j'adore, je trouve ça trop cool. Tu pars à 190 au cœur, t'arrives à 192. Ouais, surtout qu'on va avoir une belle saison parce que Puck Peters, elle a envie de prendre sa revanche par rapport à l'année dernière où elle a pas remporté la Coupe du Monde et elle a pas remporté les championnats du monde non plus. Donc cette année, elle a une vraie revanche à prendre face à Femme Van Empel. Elle a eu un problème mécanique d'entrée où elle a été bloquée, il me semble. Donc elle a pas pu jouer la gagne contre sa compatriote cette fois-ci. Mais attention pour les prochaines manches, on sait que ça va vite. Enfin, il y a des manches tous les week-ends là jusqu'en février et il y a des belles batailles qui s'annoncent pour la Coupe du Monde. Grégoire, on a un peu abusé là, 37 minutes de podcast là. J'espère que vous avez aimé ce format un peu plus long. Nous on s'est régalé, on avait envie de vous faire ces awards. J'espère que vous avez kiffé et je pense que ça va être le temps pour nous de dire au revoir et à la semaine prochaine. Allez, ciao, à la semaine prochaine.